Historiquement, quand on marchait ici il y a plusieurs années, on était sur le boulevard Wahlberg. Un jour, on a décidé de mettre un toit là-dessus et de créer un MAG au centre-ville. Des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand on a besoin d'acheter quelque chose, c'est la place où on vient. Plein de boutiques, des restaurants. C'est un lieu où les gens se rencontrent aussi. Cette semaine, à Perspective 125, on va vous parler du commerce. Les premiers magasins, ça n'en prend. Ça nous prend des commerces. Donc, les premiers bâtiments vont être l'usine, le quartier des Anglais et également, on va avoir sur le boulevard, qui s'appelle le boulevard seulement à l'époque. M. Wahlberg n'a pas une tête si enflée qu'il met son nom au départ sur une rue. Donc, il y a les premiers bâtiments qui sont des commerces, des magasins généraux qu'on en a besoin tout de suite au départ, puisqu'on a l'ambition de fonder une ville, donc ça nous les prend. Donc, c'est vraiment les bâtiments des promenades du boulevard les plus anciens. Au départ, on a des épiciers, on a une pharmacie, on a l'épicier, en fait, qui est M. Dessureau, donc qui arrivera très tôt dans le développement de la ville. Ensuite, on a Paul Lacroix, pharmacien, qui est dans les premiers commerçants également. Des commerces de base, on voit vraiment soins de santé, médicaments, épicerie. Donc, on a ce genre de commerce-là au départ. C'est certain que l'isolement des communautés, dans le temps, historiquement, tu commences par les magasins généraux qui étaient tout centrés, c'était là que tu pouvais t'approvisionner. À la base, c'est deux choses qui sont vraiment distinctes du côté de Mistassini puis du côté de Dolbeau. Parce que Dolbeau, comme je disais, c'est une ville dont l'aménagement avait été planifié et on avait, dès le départ, planifié, comme au Corée Davis à Arvida, on avait développé un secteur où tous les commerces allaient s'installer. Ce qui fait que le secteur de ce qui va devenir, dans le fond, le boulevard Wahlberg, ça a toujours été, dès le départ, le secteur commercial, où on retrouvait effectivement le cinéma, des magasins, des bars, des cafés. Donc, tous les commerces étaient concentrés sur le boulevard Wahlberg. C'est juste à partir des années 70, avec l'apparition des fast-foods, que là, il y a d'autres trucs qui vont se développer au niveau commercial. Ce que je me rappelle, en tout cas, d'abord, c'était que les gens de Dolbeau ont toujours été très fiers de leur ville parce que c'est une ville moderne qui avait été faite selon des plans là, d'ingénieurs. C'était M. Beauchemin qui avait fait ça. Puis Monseigneur Victor Tremblay, qui était l'historien de la région, disait que Dolbeau était la perle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était une ville là, bâtie sous un modèle, puis les maisons étaient propres, neuves, puis en plus aussi, le centre commercial. Moi, je pensais, quand j'étais jeune, je pensais que toutes les villes avaient un centre commercial comme nous autres, que les magasins étaient regroupés, mais je me suis aperçu que finalement, dans bien d'autres villes, les magasins étaient égrenés un peu partout. Là. Alors que ça, nous autres, ça faisait toute une dynamique. Puis il y avait toutes sortes de magasins, de toutes sortes d'affaires. C'était de toute beauté de voir ça, la quantité de magasins. Puis il y avait une activité économique très importante. Puis il y avait des salles de pool. Puis entre autres, là, puis il faisait de l'argent. Monsieur, comment est-ce qu'il s'appelait? Monsieur, je ne me rappelle plus. Il y avait une salle de pool. Puis lui, là, il chargeait 25 cents. Il avait tellement d'argent qu'il y avait des chaudières de 5 livres là, remplies de 25 cents. Ça rentrait, les gars descendaient du bois puis ils dépensaient de l'argent. Puis en parlant de ça, de descendre du bois, une affaire que j'ai connue puis qui n'avait pas de bon sens, mais que ça existait, il y avait des gars, des célibataires assez souvent, qui faisaient une run dans le bois là, tout l'hiver. Puis là, il y avait, comme on dit, c'était pas toujours facile. Puis là, ils descendaient dans des hôtels, entre autres comme chez Cossette. Là. Puis là, il y avait une chambre. Puis là, ils prenaient un coup, jour et nuit, puis ils disaient aux gars, aux waiters, quand ma paye sera flobée, là, ben tu appelleras un taxi, puis tu me feras sortir, puis tu me ramèneras dans le bois. Là. Ça fait qu'à ce moment-là, ils passaient le paye à boire jour et nuit
tu sais, c'est des affaires qui se faisaient, on voyait ça. On était presque probablement les seuls à avoir des commerces de ce type. Je pense pas me tromper en avançant que les bâtiments qui ont été constitués, qui ont été construits en 1927 en même temps que la ville, sont presque un précédent dans le nord du lac. On a le village des Pères, qui n'a probablement qu'un magasin général d'une amplitude logique par rapport à l'établissement, c'est-à-dire qui n'a pas dépassé, qui n'a jamais atteint 2000 personnes. Et là, on a une ville industrielle qui s'installe avec les magasins dont elle aura besoin. Je crois que ça a rapport avec cet aspect-là, qu'il a fallu qu'il y ait tout de suite un grand développement, alors qu'ailleurs, il n'y en avait peut-être pas le besoin, ou il n'y avait peut-être pas la masse critique pour soutenir de tels commerces. Oh mon Dieu, moi je me souviens, mon Dieu, dans les premières années, là, il y avait la famille Gagnon, J.A. Gagnon, qui avait une cour à bois. Il y avait J.O. Beaulac, qui était... J.O. Beaulac, ça c'était sur la 8e année où je trouve métro, à peu près, là, où il y avait une quincaillerie, ouais, tu te souviens déjà, oui. Après ça, je me souviens que ce qui marque aussi mon enfance, c'est le nombre d'épiceries qu'il pouvait avoir à l'époque. Il y avait Dessureau, J.A. Dufour, C.A. Dufour, Frenette... il y avait plein d'épiceries là, sur le boulevard, puis ça faisait partie de la tradition aussi, tu sais, je veux dire, on faisait marquer aussi dans ce temps-là, hein, on faisait marquer. Ma mère disait, va chez J.A. Dufour, tu as rien qu'à faire marquer. Puis c'était le petit calepin brun, là, puis une livre de beurre, puis tout ça, en tout cas. Il y avait... les gens s'en allaient en arrière de l'épicerie, dans le backstore, comme tu appelles, puis allaient prendre une petite bière. Oh oui, c'est vrai, ça, c'était avant l'avènement des tavernes et tout ça. Là. Ça faisait partie aussi de la religion qui défendait en quelque sorte ces choses-là. Là, tu sais, puis, en tout cas. Ça se limite à 3 maintenant. OK? IGA, anciennement Jean-Marie Tremblay. Provigo, qui a été le premier propriétaire de Provigo? Aurélien Gauthier. OK? Lui qui a commencé, il travaillait chez... sur la rue, en tout cas, peu importe, là, il a commencé justement dans le bloc de Saz-Immeubles. OK. Et après ça, il a vendu à M. de Montagne. Puis là, il y a maintenant un autre opérateur. Puis tu as finalement marché métro à Boutin, à Dolbeau. Puis avant ça, tu en avais plusieurs petits commerces. Tu en avais au moins une dizaine. Il y avait aussi des personnages, on pourrait dire, qui allaient là, à l'hôtel, à la taverne. Là. Il y avait des menuisiers, il y avait des vendeurs d'auto, il y avait des propriétaires il y avait toutes sortes de monde. Puis il y avait, entre autres, mettons, Joe Golight, qu'on appelait, c'est un monsieur Chiquette. Lui, c'était un beef, là, vraiment, là, tu sais. La main, là, tu sais, c'était ça de paix, là. Puis là, lui, il parlait juste en verre. C'était toujours des verres, tu sais. Puis c'était un bûcheron, mais un bûcheron cultivé. Il parlait juste en verre. Puis il était d'une délicatesse, tu sais, le gros gars bâti, là, mais là, il prenait sa bière, là, tu sais, comme, puis la petite bière, quand il prenait une petite bière, tu voyais pas la bière. Fait que là, lui, il prenait ça, là, tu sais, mettons comme ça, comme le thé des madames, là, puis il prenait sa petite bière, tu sais, comme ça, là, puis il nous parlait en verre, là, nous autres, en tout cas, on regardait ça, puis on trouvait ça assez extraordinaire, là, c'était vraiment plaisant. Puis en plus, l'hôtel était ouvert jour et nuit. Ça se faisait, ça. Puis la manière que ça fonctionnait, c'était qu'on rentrait, mettons, on arrivait, on passait, à 3 heures, la porte de la taverne se barrait. Mais il y avait la porte pour aller au grill, puis pour aller aux chambres, ça, c'était comme le lobby, ça, c'était ouvert, puis il y avait une porte qui s'en allait à la taverne. Fait qu'à ce moment-là, c'est que là, nous autres, on rentrait par le grill, on s'en allait à la taverne, puis là, on pouvait prendre de la bière, là. Puis là, c'était le concierge qui s'occupait de ça. Il y a M. Lalancette, qui était extrêmement gentil, là. Il était vraiment super sympathique. Puis, on faisait pas de gestes simples, tu sais. Puis on prenait de la bière, puis on riait, puis on s'amusait, puis on faisait toutes sortes d'affaires. Mais tu sais, c'était drôle, puis on dérangeait pas. Mais, fait que là, on prenait la grosse bière toute la nuit. Puis le matin, M. Lalancette exigeait qu'il y ait l'ouverture officielle de la taverne. Ça fait qu'à 8h moins 2, mettons, on sortait par le grill, on allait s'asseoir dans les escaliers de l'hôtel, de l'entrée de la taverne,
Et là, on attendait 8 heures pile. À 8 heures pile, M. Lalancette rouvrait la porte. Nous autres, on allait se rasseoir à notre grosse bière, puis on continuait comme si rien n'était. C'est bon. Henri Gagnon aussi. Henri Gagnon, ça, c'était c'est le restaurant mythique. Même Pierre-Éliott Trudeau est venu manger chez Henri Gagnon à une certaine époque. Là. Lui, il avait fait un trip à un moment donné. Il avait descendu de partir de Shawinigan à aller jusqu'à Latuc. En tout cas, puis il était venu au lac Saint-Jean ici, puis il avait arrêté chez Henri Gagnon à une certaine époque. Ça, c'était le rendez-vous de toutes sortes de monde. Il y avait des tables de poule, c'était un grand restaurant, puis c'était là où il y avait les meilleurs pains à viande au monde entier. Fait que là, les amateurs de pain à viande, là, puis c'était M. Bonneau qui faisait ça, il y avait une recette spéciale, là, semble-t-il. Puis là, c'était un endroit où ça se discutait de politique, ça se discutait de toutes sortes d'affaires. Puis il y avait des joueurs de poule, entre autres, le Denis Chapadeau. Il y avait aussi les frères Bouchard de la cordonnerie. Ça jouait aux poules, pas rien qu'un peu. C'est des gars qui étaient de calibre national. Là, ça aurait pu faire des carrières là-dedans, là, vraiment. Là. Puis en arrière, il y avait un barbier, en arrière de ça. On voyait souvent ce genre de commerce-là dans lesquels il y avait plusieurs affaires dedans. Dans les autres anecdotes que je me rappelle aussi, il y avait là, chez Monsieur Beaulieu, il y avait une quincaillerie. Il y avait une quincaillerie en bas. Puis ça, c'était maintenant où, à côté là, du restaurant, à côté il y a les toilettes dans le mail. Le premier bloc à côté, où le magasin de linge, ça, c'était le magasin Beaulieu. Puis lui, il y avait une grosse quincaillerie à l'époque. Il vendait toutes sortes d'affaires, des feintes, des bottes, toutes sortes d'affaires de ce genre-là. Puis, il vendait des pétards à mèche. Bon, ça, moi, les pétards à mèche, là. Puis, il vendait des pétards, là, que c'était gros comme le pouce, là. Puis, c'était, mettons, 5 pouces de haut, là. C'était plus proche du bâton de dynamite que du pétard à mèche. Puis là, nous, on faisait sauter, on mettait ça dans un tuyau, pouf! Le tuyau explosait. On a eu bien du fun avec ça, les pétards à mèche, jusqu'au temps que ce soit interdit. Puis en haut de chez M. Beaulieu, c'était le magasin de tissus de Mme Beaulieu. Il vendait des tissus puis des boutons. Puis je me rappelle, entre autres, là, il y avait des tiroirs, là. Tu rouvrais des tiroirs, c'était un tiroir complet de boutons jaunes, un autre tiroir de boutons bleus, un autre tiroir de boutons verts. C'était super beau, là. C'était des tiroirs, là. Il y avait là, un mur de tiroirs, là. Puis sur le devant du tiroir, tu avais la sorte de boutons, 2 trous, 4 trous, 3 trous, etc. Là. Fait que là, c'était des beaux magasins à l'époque, puis il y avait toutes sortes d'affaires. Puis c'était tous des propriétaires locaux. C'était tous monsieur, madame qui restaient ici. Au niveau de Dolbeau, c'est plus sur le boulevard Wahlberg que là, les commerces vont se développer. C'est sûr qu'il y a aussi d'autres exceptions, comme par exemple Philippe Simard, qui existe depuis, je pense, les années 30, qui fonctionne toujours aujourd'hui. Il y a le boulevard Vézina qui s'est démarqué comme étant un potentiel lieu de développement commercial, comme pour succéder à celui du centre-ville qui finalement est un peu parvenu à ses limites matérielles en ce qui a trait au développement commercial. Ça commence à se développer. Il y a de plus en plus de commerce sur le long du boulevard Vézina, mais est-ce que ça va devenir un deuxième pôle? L'avenir nous le dira. Ça laisse la place, comme on voit le Canadian Tire qui a déménagé, les fameuses galeries des Érables, justement, qui avaient été vues comme un deuxième pôle potentiel. En fait, Canadian Tire s'est trouvé un peu à l'étroit. Un de mes amis disait que c'est peut-être un des plus petits magasins Canadian Tire qui existe au Québec, ou même dans le Canada. Et là, on a plus des grandes surfaces. On a également Rona un peu plus loin, Ferlac, qui est plus étendu. C'est sûr que l'endroit n'est pas tout développé, pas fini de développer. Il y a des grands espaces. Mon père, par contre, était dans l'ombre vendeur. Il a commencé à vendre des fruits et légumes sur le bord de la route. Et puis, de fil en aiguille, il a commencé dans le commerce automobile un petit peu. Puis que je suis né, à travers tout ça, à visualiser le commerce, la vente, ainsi de suite. Ça m'a suscité l'intérêt. C'est sûr que d'avoir vécu à travers une entreprise qui est là-dedans, dans le temps, c'était une concession Ford, de vivre à travers ça, de voir comment les compagnies géraient les affaires, comment ça fonctionnait, ainsi de suite. Ça m'a donné un peu le goût.
Les gens avaient une certaine fierté, un certain sens de l'honneur, et ainsi de suite, parce que si tu respectais pas ta parole là-dedans, tout le monde le savait, tu étais mis à l'index. C'était ça. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Il y avait beaucoup de fierté, puis des fois, les gens étaient, même au bout politique, tu étais bleu, puis tu n'étais pas rouge, tu étais rouge. Ça a évolué, oui, on parle de magasin général, on parle des compagnies, on parle de réseau de distribution. Les réseaux de distribution ont été modifiés. Le magasin général était le point central que tu rencontrais tout, et ainsi de suite. Après ça, ça a évolué dans les continentales. Après ça, les compagnies. Les premières librairies, les premières bibliothèques, c'est les anglophones qui les ont créées. L'habitude d'aller au cinéma, encore là, les premières vraies belles salles de cinéma, comme par exemple Arvida, puis ici, c'était des anglophones qui les avaient. Tu sais, ces anglophones-là ont amené ici beaucoup de leur identité à eux. Puis au lieu de dire, vous autres les Canadiens français, faites vos affaires, ça a été partagé. C'est sûr qu'un centre d'achat, un espace fermé, comme je dis souvent, l'hiver, on est bien content de pouvoir entrer dans un endroit au chaud. C'est un attrait. C'est un attrait. Ça laisse la place à justement avoir cette valeur ajoutée-là. À ce moment-là, j'étais ami avec Denis Trottier et Bruno Pelchat, qui étaient conseillers municipaux dans les années 89. Puis il faut se rappeler à l'époque qu'il y avait eu la construction du Mail qui avait pas mal divisé la population de Dolbeau. Puis moi, à un moment donné, Denis, il m'avait dit pourquoi Bruno Pelchat avait fait quelques années, puis il commençait à penser à autre chose. Puis il m'avait insisté à me présenter comme politicien. Fait qu'à un moment donné, il y avait eu évidemment, dans ce temps-là, moi, j'étais pas pour la couverture du boulevard Wahlberg, parce que ça faisait partie de notre patrimoine et tout ça. Puis là, à ce moment-là, on s'était présenté en équipe. J'avais été invité avec d'autres amis, éventuellement qui se présenteraient en politique, pour une assemblée citoyenne. C'est là qu'on s'était décidé à se présenter en équipe avec le maire Lupien, pas le maire, M. Camille Lupien, qui était président de la commission scolaire à l'époque, puis d'autres personnes comme Régent Lalancette, Maurice Sénéchal. Pas Maurice. Maurice était le seul qui avait été élu à l'époque favorable à la couverture du Mail. Puis Maurice et moi, on était deux grands amis, là. On était des collègues enseignants. En tout cas, pour faire une histoire courte, je suis devenu conseiller municipal en 89. Et à ce moment-là, avec l'équipe de M. Lupien, sur les 7 qui s'étaient présentés dans l'équipe d'opposition au maire Brassard à l'époque, on était 6 qui avaient été élus. Maurice avait été le seul qui défendait, si vous voulez, la politique du bail à l'époque. Et puis c'est ça, ça s'est tempéré avec les années. Nous autres, on s'est dit, écoute, le mail il existe présentement, on ne le débâtira pas, là. On va essayer de concilier les choses pour que ça soit facilitant. Puis c'est de même qu'avec les années, je pense qu'on pense avoir réussi là, à ramener un peu de calme chez les citoyens. Parce que s'il y avait beaucoup je me souviens des premières années du conseil de ville en 89-90, la salle était bondée, la salle du conseil était bondée. Parce que les gens voulaient que le conseil en place redébâtisse ce qui avait été fait, puis revienne à l'ancienne tradition. Nous autres, on avait compris que c'était pas faisable, parce que ça aurait coûté bien trop cher, puis on était rendu là. Donc, c'est de cette façon-là. Je me souviens d'avoir présidé un conseil de ville comme pro-maire. M. Lupien était en Floride. Puis je me souviens que ça avait été assez houleux. Mais on s'en était tiré. Disons qu'il n'y avait pas eu d'altercation. Normalement, ça n'aurait pas dû se faire parce que la majorité de la population était contre ça. Il y avait eu même un référendum des paroissiens à l'Église qui s'était terminé avec 95 % qui étaient contre l'érection du mail, la fermeture du boulevard. Il y a même eu, on a tenu un référendum avec un greffier professionnel, l'ancien greffier de Chibougamau qui était venu, puis on a fait un vote, puis c'était encore à 95 %. Bon, Bruno et moi, qui étaient conseillers municipaux, on a même démissionné, puis on s'est représenté tout de suite après dans l'élection partielle, avec comme seul objectif là,
le mail. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Si vous votez pour moi et pour Bruno, ça veut dire que vous êtes contre le mail et on a été réélus. Fait qu'au niveau démocratique, c'est qu'on a bafoué la démocratie et ça, je n'ai vraiment pas accepté ça. Au niveau de Mistassini, c'est à peu près la même chose. Comme la plupart des villages, la rue principale, c'est la rue où est l'église. À partir de là, c'est là que les autres métiers s'installent. Le forgeron, le cordonnier, le ferblantier, le magasin général, c'est toujours le cœur d'un village. Puis à partir de là, par exemple, avec l'arrivée des voitures, bien là, tu as les forgerons qui vont délaisser parce qu'il n'y a plus de chevaux. Il y en a beaucoup qui vont devenir garagistes. Tu sais, ils vont apprendre la mécanique. Puis dans le fond, bien, s'occuper de ferrer des chevaux ou s'occuper de réparer un moteur, c'est du métal, tu sais, c'est le même principe. Ce qui fait que c'est avec l'évolution de la technologie, dans le fond, que les centres-villes se développent. Je pense, comme je disais, aux stations-service des années 20, dans les années 30, qui sont apparues un petit peu partout. Ce qui fait qu'au niveau de Mistassini, c'est plus la rue principale où était l'église qui va devenir le pôle commercial. Quand je suis arrivé en 1969, là, quand tu parlais de Mistassini, tu parlais de chez Armand, Saint-Michel, puis tu parlais du Bonnet Rouge. Ça, c'était la vie sociale, plus quelques bars périphériques. À Mistassini, c'était aussi la capitale du meuble. Tu avais Benoît Sazille-Meuble, tu avais Eugène Sazille-Meuble, tu avais C.A. Gauthier. OK, puis à ça, c'est venu se rajouter Accent un petit peu plus tard. OK, c'était là que ça se passait. Puis tu avais tout de même une réalité commerciale qui était assez intéressante avec Delille qui était dans la mercerie. Et après ça, tu as eu un commerce qui a pris beaucoup d'ampleur et d'essor. Ça a été Renomax, qui est devenu la quincaillerie au Mardoir, qui a essaimé à tout vent. Et puis, on a vécu avec le maire Simard la revitalisation du centre-ville. Ça correspond en même temps avec les galeries du boulevard, OK? Alors, à Mistassini, ça s'est fait un petit peu plus harmonieusement. Et puis là, on a revitalisé le centre-ville. Okay, tu avais le bureau de poste, tu avais une couple d'autres commerces. Alors là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a recouvert ça. Puis ça part de la rue Savard, puis ça va jusqu'à la rue de l'Église, le boulevard Saint-Michel, OK? Puis les personnes, la partie qui concerne plus particulièrement la revitalisation du centre-ville, tu avais le commerce de Jean-Marie Delille, qui était représenté par son fils. OK? Tu avais aussi Jean-Pierre Gauthier, qui était celui qui était le descendant de C.A. Gauthier, C.A. Gauthier Meuble. Tu avais aussi monsieur Lalancette, Robert Lalancette, librairie Myrtille. Tu avais Benoît Rousseau. Puis tu avais aussi Gilles Bérubé de Westkagan. Alors, eux autres ont fait la revitalisation, la commercialisation de ce secteur-là. De cette période, il y a plusieurs commerces qui se sont venus s'ajouter. Puis de ces commerces qui étaient là au début, tu as encore C.A. Gauthier qui a pris qui est devenu maintenant Gagnon Frères. Tu as le commerce de M. Rousseau qui a pris de l'ampleur. Tu as le commerce de M. dans la librairie Myrtille qui est toujours là. Tu as une place d'affaires qui c'est la partie locative en haut s'est améliorée aussi passablement. Mais c'est pas du tout la même dynamique qui existait avant. C'est pas du tout. Parce que regarde, le Saint-Michel, ça n'existe plus. Le Bonnet Rouge, ça n'existe plus. Eugène Sazille-Meuble, ça a été fermé. Donc, c'est pas le même dynamisme qui existait à l'époque. Mais le commerce au détail, c'est encore un autre secteur dans lequel il y a beaucoup de transformations et de mutations. On souhaiterait que tout le monde puisse continuer à développer les secteurs commerciaux qu'il souhaite. L'histoire nous a montré qu'il y en a un qui a descendu, alors que l'autre, c'est quand même toujours bien porté. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Une des évolutions qu'on a connues, c'est qu'à peu près, il reste presque plus de magasins qui appartiennent à des propriétaires locaux. Il reste la galerie du Jouet, puis peut-être quelques-uns comme ça, mais la plupart, c'est des grandes chaînes. Et là, c'est toute l'économie locale qui souffre de ça, du fait que, dans le fond, notre argent sort d'ici. Avant ça, quand les gens ils dépensaient, mettons, dans un magasin, bien, l'argent, le propriétaire réinvestissait dans le secteur, alors que aujourd'hui, c'est assez différent. Il reste comme M. Rousseau, quincaillerie.
qui réinvestit dans le secteur. Il y a les épiceries, mais avant ça, tous les commerces, que ce soit les vendeurs de boutons, les restaurants, etc., c'était uniquement local. Et ça, c'est une perte qu'on a eue au fil des ans. Aujourd'hui, c'est changé complètement. C'est des grandes surfaces. Puis c'est déplorable de voir les paroisses comme Péribonca actuellement qui vivent. Ils n'ont même pas de quoi acheter une livre de beurre et un litre de lait. C'est dommage, mais ça fait partie de la nouvelle réalité. On dirait qu'on a de plus en plus de commerces de ce genre-là. Mais comme par exemple, on a le marché Wahlberg qui s'ajoute à des épiceries de plus grande taille qu'on a. D'ailleurs, les épiceries, c'est intéressant, ça c'est plus centré du côté du secteur Mistassini que du secteur Dolbeau. On a eu un déclin de certaines épiceries dans le secteur Dolbeau au courant des années 80-90, plus 90, vers 2000 même. Et ensuite, là, on voit une apparition d'un nouveau commerce de détail de produits alimentaires et locaux. On est dans une vague au Québec où est-ce qu'on recommence beaucoup à favoriser les artisans, les commerçants locaux, artisanaux. Donc, on a le marché Wahlberg qui fait appel à ce genre de clientèle-là qui souhaite privilégier. C'est ce qui met fin à notre émission sur le commerce. La semaine prochaine, à Perspective 125, nous allons parler d'éducation. Bonne semaine!